Je vous ai présenté dans la première partie le contexte familial et social dans lequel éclate l'affaire d'Outreau en février 2000. Je vous invite à consulter cette vidéo si ce n'est pas encore fait. À cette époque, j'ai 27 ans et je suis les échos de cette affaire à travers la presse écrite et télévisée. Travaillant à l'époque avec des enfants, je suis déjà très sensible au sujet de la pédocriminalité et le spectre de l'affaire Dutroux en Belgique plane encore. Outreau réveille en moi la suspicion des réseaux pédophiles qu'on s'évertue à nous faire croire qu'ils n'existent pas. Et puis je comprends vite qu'il y a un problème. La parole des enfants est remise en question par les médias et l'opinion publique est largement influencée par les avocats de la défense. On arrivera rapidement à ce qui sera appelé le fiasco judiciaire d'Outreau. Pour moi, le fiasco n'est pas dans le vécu des acquittés. Aussi difficile a-t-il été, j'en conviens. Pour moi, le flop, c'est le résultat de l'enquête qui n'a pas permis la condamnation de tous les coupables. Et surtout des conséquences sur la non-considération de la parole des enfants lors des signalements de violences sexuelles dans les années qui ont suivi. Je vous souhaite un bon visionnage. Les 3 enfants de Thierry Delay et de son épouse Myriam Badaoui vivant dans la tour du Renard à Outreau sont placés dans la famille d'accueil à partir du 25 février 2000 à la demande expresse de l'épouse qui dénonce les violences de son mari. Il s'agit de Dimitri, 8 ans, Jonathan, 6 ans et Dylan, 4 ans. Le premier enfant de Myriam Badaoui, Chérif, est lui déjà placé en famille d'accueil depuis 1995. En décembre, ces enfants, placés dans des familles séparées, parlent à leur assistante familiale de choses que leur feraient subir certaines personnes. Les assistantes familiales croient les enfants et préviennent l'aide sociale à l'enfance. La direction de l'enfance du Pas-de-Calais à Boulogne-sur-Mer fait un signalement au procureur de la République de la ville, Gérard Le Signe. Le parquet déclenche alors l'action publique. L'instruction débute en 2001. Elle est confiée au juge d'instruction Fabrice Burgot qui occupe son premier poste depuis à peine une année. Elle se clôt en mai 2003 par une ordonnance de mise en accusation. Sur dénonciation de plusieurs enfants, confirmés par leurs parents, un grand nombre de personnes sont mises en garde à vue puis en examen. 18 d'entre elles, dont les parents des principaux enfants accusateurs, sont écrouées en détention provisoire par décision du juge des libertés et de la détention. Les enfants de lait ont révélé la présence d'autres enfants lors de viols en réunion. Les autres enfants, identifiés avec les déclarations de 4 adultes mis en examen, ont été placés en famille d'accueil, puis interrogés par les policiers, le magistrat instructeur et examinés par 2 experts psychologues qui ont validé leurs paroles. Je fais donc un premier arrêt sur image. À ce stade, nous avons donc la parole des enfants victimes qui est validée par les experts, croisée avec celle d'autres enfants victimes et d'autres adultes agresseurs ou témoins. Contrairement avec ce qui sera dit par la suite, ce n'est donc pas sur du vent que l'affaire se base. Les révélations des enfants ont été recoupées par des témoignages d'adultes, même si ceux-ci se sont rétractés par la suite pour des raisons X ou Y qui restent obscures, et c'est d'ailleurs plutôt ces raisons de rétractation qu'il faudrait chercher à élucider. L'instruction, de ce point de vue-là, a donc correctement été menée. Je continue. Novembre 2000. Dimitri, alors âgé de 8 ans, et Jonathan de 6 ans, racontent à leurs familles d'accueil respectives que le week-end, ils regardent des films porno avec leurs parents et que leurs parents font l'amour devant eux. Interrogés par les services sociaux, ils confirment leurs propos. Chérif est questionné séparément et confirme les dires de ses frères. Ainsi débute l'affaire d'Outreau. Les assistantes maternelles transmettent aux services sociaux les propos des enfants qui font de plus en plus penser à des agressions sexuelles par les parents sur les enfants. Ceux-ci saisissent le procureur de la République le 5 décembre en demandant une enquête judiciaire et une suppression du droit d'hébergement. L'enquête est confiée au commissariat de Boulogne-sur-Mer. Les enfants se sentant en sécurité continuent de raconter aux assistantes maternelles qui transmettent à l'UTAS les propos tenus. Le 8 décembre, Jonathan révèle que la nuit, son père venait dans son lit lui caresser les cheveux, le ventre, les fesses, le zizi. Il me suce le zizi aussi. Maman le sait, elle le regarde. Il dit qu'il ne l'avait pas dit avant, de peur de se faire disputer, puisqu'il allait chez ses parents le week-end. 3 jours plus tard, il confie. Papa me mettait le zizi dans les fesses. Ça faisait mal, parce que papa avait un gros sexe. Maman, elle a filmé papa en train de nous faire ça. Moi, je l'ai vu dans le petit carré. Papa, il me met son zizi dans la bouche, même que je peux plus parler tellement qu'il est gros. C'était un jour comme un autre, sauf que là, c'était Noël. C'est le jour que je me rappellerai toute ma vie. Il a commencé à me violer. J'avais mal. Je lui dis que ça fait mal. Il me dit, bah attends, tu vas connaître la vraie douleur.
Donc je pleurais. J'étais KO. Ou vraiment, après, quand c'était fini, j'étais KO. J'étais un légume. Je pouvais plus bouger. Je pouvais plus marcher. Le 15 janvier, l'assistante maternelle est entendue par le capitaine de police Didier W. à Boulogne-sur-Mer. Elle a amené une feuille où elle a noté tous les propos de Jonathan. Des hommes venaient et il faisait l'amour avec ses parents, son frère et lui. Il parle de X. Le nom ne sera pas cité puisque cette personne n'a pas été condamnée. Il dit que X a mis son zizi dans son derrière et sa bouche et que ça lui faisait mal et qu'il avait du sang dans son derrière. Il dit que sa mère l'a ensuite emmené à l'hôpital. Il a parlé de plusieurs hommes et femmes dans le canapé, d'un dénommé Delplanque qui lui faisait des manières et qui lui a mis le zizi dans la bouche et dans son derrière. Il a parlé également d'enfants qui avaient accompagné les adultes. Il a dit que Delplanque se prénommait David et qu'il était accompagné d'une femme appelée Aurélie. Dans le procès-verbal sont aussi mentionnés des sévices avec des objets. Les déclarations des enfants ont toujours été prises au sérieux, mais jamais pour argent comptant. Donc les enfants parlaient avec leurs mots d'enfants, mais sur des réalités d'adultes. Lorsque Shérif dit avoir été abusé avec une baguette de pain, bien évidemment, lorsque l'on prend les choses au premier degré, ça paraît totalement fantaisiste. En revanche, lorsque l'on sait qu'il s'agit d'une baguette en plastique de type dinette qui servait à commettre des sévices, on s'est toujours efforcé, moi-même, les enquêteurs, de vérifier ce que pouvaient dire ces enfants, ne minimisant pas leurs paroles, mais également ne prenant pas à outrance cette parole, la remettant sans cesse en cause, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à des psychologues. J'ai été impressionnée par les tremblements irrépressibles des enfants qui revivaient les scènes et qui me montraient par terre, dans des postures plus ou moins qu'on pourrait qualifier d'obscènes, ce qu'ils avaient vécu. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'ils parlaient des personnes. Ils ne les ont jamais citées comme ça délibérément. Mais au moment où ils revivaient les séquences de viol en réunion, ils citaient les personnes qui étaient concernées dans les postures qu'ils prenaient. On voyait très bien que ce n'était pas une leçon, comme vous disiez, qu'avaient appris les enfants. On voyait que ça sortait du cœur, ça sortait des tripes. Si l'enfant change un petit peu ses déclarations, on dit, vous voyez, il ment. Mais là, dans ce cas précis, les enfants, malgré tout, avaient la même déclaration qui revenait dans les différentes auditions. La police s'adresse ensuite à un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, expert auprès de la cour de Douai. Celui-ci conclut que l'examen génital n'a pas permis de retenir des séquelles d'agression sexuelle, mais qu'on ne peut cependant pas exclure une sodomie répétée puisque le tonus sphinctérien est légèrement amoindri, les faits datant de plus d'une année. À la mi-février se pose la question des droits de visite, puisqu'ils ont été suspendus pour 15 jours. Et la mère en sollicite de nouveau la possibilité, mais les enfants craignent de revoir leurs parents suite aux révélations faites. Le juge aux affaires familiales répond à la demande de l'UTAS et la suspension du droit de visite est maintenue. Il est même précisé qu'il est urgent que la famille soit entendue dans le cadre de l'enquête. Stop! Et oui, vous avez bien entendu. L'assistante a été entendue au commissariat le 15 janvier et la famille n'a toujours pas été entendue par les policiers. Vous ne pensez pas qu'ils ont le temps de faire disparaître des preuves ? 23 janvier 2001, Jonathan est auditionné au commissariat par le capitaine Didier W, le même qui a entendu l'assistante maternelle la semaine précédente. L'audition est filmée comme toutes les suivantes. Il va raconter les mêmes faits que ce que l'assistante maternelle avait rapporté, donnera les mêmes noms et en disculpera deux qui venaient à la maison mais ne les touchaient pas. J'ai su qu'après, j'étais plus le seul. Après, il y avait les fils des voisins. Ça a commencé comme ça. Au début, c'était 2 personnes. Après, il y avait des autres personnes qui ont commencé à connaître. Je sais pas. Vraiment, comment ils ont négocié pour faire ce réseau. Je ne le saurai jamais. Qu'est-ce que je sais? C'est que tout le temps, tous les week-ends que j'ai passé là-bas, je vivais un enfer. Elle se faisait violer devant moi. Elle criait en me regardant, en pleurant, en disant « Kevin, au secours, Kevin, au secours, Kevin, au secours », tout le temps. « Kevin, au secours ». Mon beau-père le frappait en disant « Il t'aidera pas. Il n'y a personne qui t'aidera ». Il me frappait pour montrer que moi j'étais faible, que je pouvais aider personne. En disant, lui, c'est pas un dur. Lui, c'est pas quelqu'un qui peut vous aider. J'avais peur. J'avais tellement peur que j'ai rien dit à personne. La peur dont parle Shérif, Dimitri Delay, son frère cadet, en témoigne également. Souvent, on nous disait si tu continues à te débattre, on te mettra... on descendra à la cave. Tous les enfants
En tout cas, tous ceux-là que j'ai vus et que j'ai connus ont été menacés. Toujours les mêmes techniques. Tu veux telle chose, je vais te l'acheter. Mais sois tranquille. Tu restes tranquille et tu auras ça. Et tu dis rien à personne si on t'est mort. Tellement on nous avait empêchés de dire non, tellement on avait vu ces choses-là que malheureusement ça devenait une habitude. On devait aussi regarder les autres en train de se faire violer ou en train de se toucher entre nous. Les personnes qui venaient chez moi venaient avec leurs enfants. C'était vraiment un business. C'était payant pour les gens, pour qu'ils puissent s'amuser. Sur moi, sur mes petits frères, et comme sur d'autres enfants, quoi. J'en ai vu beaucoup. Les enfants, j'en ai vu défiler. Chez moi, j'en ai vu défiler. Ils disaient tous la même chose. J'ai vraiment vécu presque 2 ans de calvaire. Ou que si j'allais là-bas, tous les dimanches, je savais qu'est-ce qui allait m'attendre. Cette fois, les parents sont inculpés. Le 23 février 2001, le juge d'instruction Fabrice Burgot délivre une commission rogatoire contre Thierry Delay et Myriam Badaoui pour une mise en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans. Deuxième arrêt. Le procureur a été saisi le 9 décembre et les parents sont mis en examen le 23 février. Ça fait 76 jours. 76 jours pour faire disparaître les preuves. Ça va, tranquille. Les enfants seront auditionnés séparément une 3e fois le 27 mars, puis le 4 juillet, toujours par le même officier de police. Au cours de ces auditions, des planches de photos sont présentées aux enfants. Pour celles des adultes, il est demandé de préciser ce qu'ils leur ont fait, et pour celles des enfants, ce qu'ils ont subi. Lors de l'audition du 4 juillet, Jonathan parle d'autres adultes qui filmaient comme ses parents. Mais ceux-là n'apparaissaient pas sur les planches de photos. Ils sont au nombre de 5. Ils ne seront jamais jugés. Le 9 avril 2002, Jonathan reconnaîtra 3 nouvelles personnes sur une planche de 8. 10 ans après, Dimitri Delay se souvient. Ils m'ont montré les photos, j'ai dit tous les prénoms. J'ai dit ça c'est ça, c'est ça, ça c'est ça. Donc pour les agresseurs, je me rappelle de... Dimitri compte sur ses doigts et retrouve le nom de 11 adultes. Parmi eux, celui de personnes qui, certes, apparaissent dans le dossier, mais qui n'ont pas été jugées. Il y avait un cercle incontournable, incontestable, et qui concerne la famille Delay et quelques voisins. Et donc là, on est dans le dossier classique avec une certitude, il n'y a jamais de certitude, mais enfin une très forte présomption de culpabilité, et le récit des enfants sur les sévices qu'ils subissent en famille est d'une crédibilité absolue. Il y a un deuxième cercle qui lui aussi me paraît tout à fait crédible, où les enfants décrivent quelques personnes, je n'ai évidemment pas cité de nom puisque l'affaire a été jugée, les enfants, de manière précise, viennent mettre en cause un certain nombre d'intervenants extérieurs à l'immeuble qu'ils identifient, qu'ils connaissent. Là encore, ce deuxième cercle est tout à fait crédible et le récit des enfants est parfaitement cohérent, contrairement à ce qu'on a pu dire.